Bonjour à toi qui regarde cette nouvelle session autour de j'interview des devs, des CTO et des PO, même des Scrum Masters. Aujourd'hui, quatrième session et j'ai l'honneur d'interviewer Guillaume Fass. Guillaume, senior dev .NET, advocate aussi, développeur. Je te laisse te présenter et juste après, je présenterai la chaîne. On va faire dans ce sens-là. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir. Donc, comme Evan l'a dit, donc je m'appelle Guillaume. Je suis Dev Advocate actuellement chez Vonage. J'ai une quinzaine d'années d'expérience dans le software engineering et je suis passé par tout un tas de rôles différents. Donc, senior dev, lead dev, architecte, team lead, ce genre de choses. Et j'ai entamé récemment dans ma carrière un léger switch vers la partie éducation. Euh, et à côté de ça, je suis toujours mentor, toujours technical coach pour des équipes, pour des individus. Vous me trouverez sur des conférences, vous me trouverez via des blog posts. Donc c'est un petit peu mon quotidien maintenant. Ok, top. Alors, pour rappel de la chaîne, si tu la découvres avec cette interview, c'est Evan Le Chat Curieux. Evan Le Chat Curieux, curieux de la tech. Donc l'idée, c'est de t'accompagner autour de certaines technos. Mes chouchous, c'est .NET et c'est Angular, mais ça peut être aussi TypeScript, React et tout ce qui est autour. Bien entendu, évidemment. Vive la team .NET et aussi tout ce qui, bien sûr, va être ce qui nous accompagne aujourd'hui, hein, l'IA et tous les LM et SW agents. C'est aussi curieux des humains et c'est ce nouveau format que je te propose maintenant. Ça va faire la quatrième fois que je le propose et l'idée c'est d'interviewer un maximum de personnes autour de notre métier avec un thème de fond, une trame de fond, c'est l'épanouissement dans notre métier. C'est pas qu'interviewer des devs, c'est aussi interviewer tout ce qui est autour de notre métier pour essayer de creuser un peu cet épanouissement en 2025. Je dirais c'est peut-être d'autant plus important. Et donc, je te propose là, c'est parti, un format, ça va être 4 questions normalement, 4 questions, et on va commencer avec la première. Le junior que tu étais, il dirait quoi de ce que tu es devenu aujourd'hui? Il dirait lol. Ah, Non, c'est assez difficile parce que le moi junior entre guillemets, il avait pas la même perception que moi j'ai maintenant. Quand on est junior, on n'a aucune notion de ce qu'est le marché, on n'a aucune notion des environnements, des écosystèmes. On a une vue qui est très limitée avec des œillères. hmm, Donc moi, par exemple, si on prend dans ma première expérience, j'étais persuadé, enfin je pensais en tout cas que tout le monde travaillait comme ça, et du coup je me voyais super fort parce que j'avais lu 3 blogs et voilà. Donc en fait le moins junior, s'il me voit maintenant, il comprendra peut-être pas pourquoi est-ce que je mets autant d'importance sur certains sujets, pourquoi je pousse autant certains sujets, pourquoi je me focus hmm, sur certaines choses. Donc d'un côté, je pense qu'il comprendrait pas. Après, je pense que c'est clair que moi, plus jeune, n'aurais pas forcément imaginé ce chemin-là dans ma carrière. Je me serais jamais vu speaker, par exemple. J'ai hmm. toujours été quelqu'un d'assez timide. Bon, ça se voit pas, mais j'ai toujours été un petit peu comme ça. Donc c'est pas quelque chose que je me serais dit ah ouais forcément ça serait un pass cool pour toi. Néanmoins, je pense que j'ai quand même fait le bon, ou du moins j'ai pas tellement de regrets sur les choses qui m'ont amené là où je suis maintenant, Hmm. et je suis totalement investi et persuadé que je pousse les bonnes choses. Donc au final, voilà, pas tellement de regrets, mais je pense que le junior était un junior comme beaucoup d'autres, qui devait faire des progrès et qui devait comprendre beaucoup de choses avant d'avancer, quoi. Ouais. Ouais, c'est clair, quand on est junior, on n'a pas la même attente, les mêmes visions de ce qui se passe autour de nous, quoi, au niveau dev. C'est normal Ouais. quand on arrive sur le marché du travail, on n'est pas prêt, Hmm. et on est quand même dans une industrie qui est très immature. Euh, Très jeune. Non, le dev, c'est là depuis, ça fait pas un siècle que c'est là, hein, donc c'est quand même relativement récent. Et beaucoup de sociétés sont toujours un petit peu engluées. Il y a cette fameuse inertie qui fait qu'on n'est pas forcément au point. Et nous, quand on arrive sur le marché du travail, on est persuadé que voilà, cette boîte-là, elle travaille dans les règles de l'art, elle fait tout bien, etc. Et on s'imagine que c'est comme ça pour tout le monde, alors qu'en fait, Hmm. non. Loin de là. Loin de là, ouais. Ouais, clairement. Et toi, en tant que junior, le junior que tu étais, c'était quoi ta première expérience
Tu as vécu quoi les premières fois? Si tu peux raconter un peu comment t'étais, si tu te souviens aussi de ce que tu ressentais hein, à ces moments-là sur la boîte que tu as rencontrée. Voilà, c'est là où j'ai démarré chez un éditeur de logiciels, Mhm. pour lequel je suis resté 5 ans, ce qui est le record absolu dans ma carrière. Et le truc, c'est que j'en garde un très bon souvenir en fait, parce que l'équipe était vraiment top. Et on fournissait en fait des logiciels faits sur mesure dans le domaine médical. Et c'était vraiment intéressant, sauf qu'en fait les méthodes de travail étaient pas vraiment au point. Mhm. Je me rendais pas compte forcément à l'époque. Donc moi, ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivé avec le bagage que j'avais, ma façon de penser. Je me suis adapté en fait à ce que eux faisaient, en imaginant que c'était la bonne façon de faire. Et en fait, j'ai répliqué un petit peu ça. Donc le Mhm. truc, c'est que c'est relativement long en termes de durée, 5 ans, très long. Néanmoins, si je compte ça en termes de valeur, il y a eu beaucoup de répétitions, dans la Ouais. mesure où j'ai réappliqué des patterns parce que c'était fait comme ça, parce que je Mhm. pensais que c'était la baseline, etc. Et voilà. Mhm. Après, on se rend compte quand on met le nez dehors, ah bah tiens, un tel fait comme ça, un tel fait comme ça, et on se rend compte que on voit le niveau du marché, on compare un petit peu avec ce qui se fait ailleurs, notamment quand on s'ouvre un petit peu à des contenus internationaux, à des conférences, à des speakers, et c'est là qu'on ouvre en fait différents horizons. Il m'a fallu un petit peu ce déclic-là pour commencer à comprendre, mais ça Mhm. a pris un petit peu de temps. Sorte de besoin de sécurité au début, on reste dans notre cocon, c'est ça? Oui, et je pense qu'il y a un truc qui m'aurait fait énormément de bien à l'époque, et je pense que ça c'est quelque chose que je recommande absolument tous les juniors, c'est d'avoir un mentor. Parce que moi, enfin, ça s'est fait par chance, ou du moins c'est une suite d'événements qui a fait qu'à un moment je suis tombé sur une, deux, trois personnes que j'aimais bien lire le contenu, j'aimais bien les voir, et en fait j'ai vu les contenus qui étaient liés à ces personnes-là, et en fait j'ai le graphe qui s'est un petit peu ouvert. Et ça, il m'a fallu du temps, et Ouais. c'est pas quelque chose qui a été inné, alors que si j'avais eu un mentor à ce moment-là, par exemple, j'aurais pu gagner énormément de temps. Et ça, je Mhm. pense que c'est un des regrets que j'ai sur ma carrière, c'est le début de pas avoir eu peut-être cette ouverture-là plus tôt, non pas forcément qu'elle devait venir de moi, mais d'avoir eu un petit coup de main, quoi. Mhm. Ouais, je vois. Je te remercie, super transition. On va passer à la deuxième question. En tant que mentor, c'est quoi le point crucial pour toi pour qu'une personne que tu vas accompagner se sente bien dans l'accompagnement, même se sente bien, je dirais, après l'accompagnement. Euh, je pense qu'il y a une prise de conscience à faire déjà sur le fait que c'est pas parce que vous prenez un mentor ou que vous prenez quelqu'un qui est expérimenté que c'est forcément Superman. Mhm. Donc il y a personne ne sait tout. Celui qui vous dit qu'il sait tout, c'est un menteur. D'accord, il y a trop de choses, l'industrie va trop vite. Mhm. Donc il faut un petit peu tempérer les attentes qu'on a. Et je pense qu'en Ouais. tant que mentor, surtout, ce qui est vraiment très important, c'est de définir un cadre de travail, un espace de travail qui est sécuritaire. Mhm. C'est-à-dire que lorsqu'on mentor quelqu'un, c'est quelqu'un qui a besoin justement, qui est volontaire pour avoir un push, pour avoir un peu d'aide. Donc Ouais, il clairement. faut un petit peu dédramatiser le fait de, je sais pas, je vais me tromper. Il faut pas avoir peur. On n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour critiquer. On est tous passés par là. C'est une courbe de progression. On doit tous la faire. Le mentor, il est là pour essayer d'accélérer les choses, donner des shortcuts, faire en sorte que peut-être que d'avoir une courbe comme ça, on va essayer d'avoir des escaliers un petit peu plus pour gagner du temps et faire ce genre de choses. Et du coup, c'est très important de comprendre que c'est normal de se tromper, il faut pas avoir peur de le faire. Le mentor peut se tromper aussi, le mentor peut apprendre du mentee. Il faut vraiment un petit peu se déstresser par rapport à ça et juste dire bah OK, j'ai une personne en face de moi, X, Y, Z. Qu'est-ce que je peux prendre de cette personne-là pour améliorer de mon côté? Mhm. Et encore une fois, prenez des mentors. Enfin, vous en trouvez plein. Vous allez sur tout ce qui est user group, les meet-up, etc. Il y a plein de gens qui sont volontaires pour vous donner un petit peu de leur temps, sans Clairement. même que ça soit rémunéré. Et c'est vraiment un game changer. C'est Ouais. absolument. Et donc tu dis poser un cadre, mais se sentir bien, il y a la thématique derrière, tu l'entends bien sur la partie épanouissement. Oui. Comment on peut se sentir épanoui selon toi durant l'accompagnement pour que tu disais ne pas fixer trop le niveau, l'attente, mais il y a quoi d'autre selon toi? Il y a le côté humain. Il faut que ça colle. Si ça clique pas Mmh. entre deux personnes, faut pas forcer. Et Mmh. c'est pas forcément une critique, le mentor n'ira pas, mais il faut avoir aussi une personnalité
qui colle un petit peu, quoi. Mmh. Il faut que tu aies envie de te connecter avec ton mentee ou ton mentor. Il faut que tu aies envie de raconter ce qui s'est passé, que tu aies envie d'échanger, que tu aies envie de montrer des choses. Si juste la personnalité colle pas, pour moi, il y a voilà, trouve quelqu'un d'autre. Mais en termes d'épanouissement, il faut oui, il faut que ça colle et puis il faut que tu sentes que tu as de la valeur à en tirer. Que Mmh. tu sois un mentor ou mentee, il faut que tu fasses ça pour une raison. Si tu fais juste ça parce que tu t'ennuies, euh, c'est peut-être pas la bonne chose à faire. Quand tu es par Mmh. exemple mentor, il faut que tu sois convaincu par tes idées, il faut que tu aies envie de les pousser parce que tu sais la valeur que ça peut ajouter, tu dois convaincre la personne en face de toi et il faut que tu le fasses par conviction. C'est pas Mmh. quelque chose que tu fais. Alors bien sûr, tu peux le faire pour de l'argent, mais il faut qu'il y ait une volonté derrière. Euh, Mmh. si t'es pas dans un win-win, ça marchera pas. Ouais, clairement. Ouais. Ouais, et puis l'idée de pouvoir se faire accompagner, comme tu dis, c'est aussi des personnes qui ont envie de partager, quoi. C'est le point essentiel. Bien sûr, et il faut comprendre une chose, c'est qu'on n'a pas besoin, il n'y a pas de prérequis de dire je dois avoir 25 ans d'expérience pour être mentor. Il y Mmh. a, c'est juste, j'ai du knowledge dont tu pourrais bénéficier, je peux t'aider. C'est Mmh. aussi simple que ça. Donc on peut avoir des gens qui ont le même âge, mentor qui est plus jeune. C'est absolument pas lié à ça. C'est principalement la volonté de partager ce qu'on sait. Mmh. Mmh. Ça me fait penser à, c'était des étudiants qui venaient dans mon entreprise, la première que j'avais. Je sais pas si tu connais l'école Supinfo, qui aujourd'hui, bon, Oui, je suis passé par là. ouais, ouais, d'accord, ouais. Je suis un ancien Et, chef. donc cette partie-là, Supinfo, je me rappelle qu'il y avait, alors je sais pas si c'était pareil de ton côté quand tu y étais, il y avait cette volonté des étudiants qui enseignent aux étudiants. Oui, Et parce que moi, j'y étais allé en tant que formateur, je voulais me présenter. Et c'était exactement ça. Tu avais des étudiants qui avaient quoi, des fois, même pas 6 mois de plus, mais même pas. Et qui étaient profs, en fait, entre guillemets, quoi. Donc, oui. mentor, il y avait prof, mentor, un peu des deux, quoi. Ça rejoint Oui, ce que là tu il y avait vraiment des formats de cours qui étaient prédéfinis. J'ai pas envie de dire rigide parce que c'est mauvais, mais Mmh, qui étaient entre guillemets le cadre était clair mmh, et les formateurs qui pouvaient se présenter, ils avaient pas besoin d'avoir 25 ans d'expérience pour justifier. Bah, la preuve, ils mmh, étaient étudiants. C'était ouais, juste des gens qui étaient bons, mais surtout qui étaient passionnés par ce côté-là, qui après se proposaient pour être formateurs parce que eux connaissaient déjà le contenu. Donc là, ça passait bien. Après, voilà, l'école avec le succès ou pas qu'on lui a connu, euh, voilà. voilà. C'est un autre sujet, ouais. C'est un autre sujet, ça. Exactement. Ouais. Mais les étudiants que j'ai, d'ailleurs, que j'avais embauchés après, ils en ont souffert aussi de certains effets. Mais c'est un autre sujet. Mais ça me fait rebondir sur un point, sur la partie épanouissement, parce qu'en fait, tu as dit un mot qui a vibré chez moi, qui est présent depuis longtemps, c'est la passion. Oui. Et en tant que mentor, un mentor non passionné, peut-il être un bon mentor, selon toi? Passionné du code, hein, je veux dire. Oui, bah, j'ai pas envie de tomber dans le bon ou le mauvais chasseur. Mais Oui. je, je, je pense qu'un mentor non passionné peut être un bon mentor, mais je pense qu'un mentor passionné aura plus de chances d'être un bon mentor. Hmm. J'exclus pas le fait que quelqu'un de non passionné soit un bon mentor, mais euh, le, pour moi, les meilleurs profils dev actuellement sont ceux qui sont passionnés. Hmm. Je, je, j'ai vraiment du mal à concevoir ce job-là comme un 9 to 5. Parce que Hmm. c'est pas un métier qui est toujours fun. Quelqu'un qui aime pas ça, il va simplement en baver. Le, être dev, c'est un petit peu, j'ai souvenir de quand j'étais étudiant des 2 heures de maths le vendredi après-midi que tout le monde détestait. Mais en fait, être dev, c'est presque ça toute la semaine. C'est Hmm. partie là qui est enfin la charge cognitive elle est très élevée, c'est lourd, c'est voilà, quelqu'un qui fait pas ça, qui fait pas ça par passion, qui fait juste ça parce que c'est un métier qui paye bien, c'est pas quelqu'un qui va durer dans ce Hmm. métier-là. Donc moi je pense réellement que ceux qui sont passionnés sont en général les meilleurs profils et de fait s'ils sont passionnés, je pense qu'ils sont plus à Ouais, même de vouloir partager parce que justement, partager. quelqu'un qui est passionné va être beaucoup plus expressif. Maintenant, voilà, quelqu'un de non passionné peut être un bon mentor aussi. Enfin, j'exclus pas cette partie-là. Ouais, ouais. Ouais, c'est une question que je me pose
tu le sais sans doute, il y a cette volonté à travers ce format-là de se questionner sur tous les points qui vont, une sorte d'écosystème de l'épanouissement. Donc, Mm. est-ce qu'on pose tu vois, une petite punaise en disant passion qui va faire partie d'épanouissement? C'est une Si question je que peux je pose, hein. rebondir éventuellement sur un truc Mm. par rapport à ça, c'est que notamment sur la partie passion et mentoring, si la plupart des gens qui sont passionnés, non, je veux pas dire ça parce que c'est peut-être pas totalement vrai, mais la plupart des gens que je connais qui sont passionnés adhèrent en fait au mindset du software craftsmanship. Et Mm. moi, voilà, je, j'adhère à 100%. Dans le craftsmanship, il y a clairement cette idée de mentoring où Mm. en fait on a j'ai plus les noms exacts des trois différentes étapes, mais il y a au début c'est apprentice, après on a journeyman et on a un troisième qui est je sais plus lequel, mais c'est les étapes par lesquelles on passe où Ouais. au début simplement on est quelqu'un qui vient apprendre un petit peu de l'enseignement, on passe journeyman parce qu'on prend et on partage, et à la fin on Ouais. est surtout quelqu'un qui distribue, et c'est tout est fait dans cette idée du continuous improvement qu'il faut pour soi mais aussi pour les autres. Ouais, complètement. Ouais. Bah, d'ailleurs, je rebondis sur un point. C'est vrai que c'est un point qui est important, qui est présenté, parce que souvent, quand tu vas apprendre, on dit toujours que la meilleure façon d'apprendre, c'est de transmettre. Et donc, quand tu mentors, tu le disais tout à l'heure, tu vas aussi apprendre à la personne que tu mentors. Exactement. En fait, c'est là qu'on peut mesurer notre compréhension d'un sujet. Parce que Mm. on va avoir une perception d'une idée, d'un concept ou quoi que ce soit. Quand il faut y réfléchir, que ça passe par là et que ça arrive aux oreilles de quelqu'un et que la personne comprenne, Clairement. en fait, quelqu'un qui comprend bien quelque chose va utiliser les bons termes. Il va être en Mm. mesure de simplifier. Mm. Quelqu'un qui ne comprend pas forcément va donner des explications un peu vaseuses, un peu aléatoires, se planter, mélanger des termes. C'est une bonne façon de vérifier ça. Ouais. Ouais, clairement. Ouais, et puis, avec ça, je dirais que quand tu as cette personne qui est capable d'arriver à t'expliquer avec des termes qui te permettent de comprendre, je dirais que tu te sens si bien dans l'accompagnement, quoi. Ouais, absolument, absolument. Ouais, et puis ça te permet de rebondir, de pouvoir échanger, et toi, en plus, de pouvoir confirmer que tu as compris, ou, et après, en effet, de pouvoir level up sur la suite, ouais, clairement. Pour moi, c'est clairement un win-win. Mm. Même en tant que mentor, si ça te montre en fait sur quel point t'es pas totalement sûr de toi, Mm. sur quel point est-ce que tu as encore des hésitations ou des confusions, tu peux les creuser après. Ouais, clairement. Pour moi, c'est du feedback. Hein. Ouais, ouais, j'aime bien le terme, ouais. Ouais, clairement, c'est exactement comme le feedback, ouais. Clairement. Je vais rebondir, tu parlais de software craftsmanship. Bon, on va aller sur la partie qualité, sur la partie qui fait, je dirais, créer des clans sur Ah, LinkedIn. aïe, aïe, aïe. Le drama Euh, dans 3, 2, 1. on va oser. Tu as créé Extreme TDD, voilà, 3 ans. Et je me pose des questions sur le TDD. Non pas c'est bien ou pas. Encore une fois, c'est pas cette idée-là. C'est plutôt se poser la question de et si on prenait le TDD comme source d'épanouissement d'un dev, en quoi ça le serait, selon toi? Alors, je vais juste corriger un truc. J'ai pas Ouais. créé tout seul, j'ai co-créé Co-créer, avec pardon. Ouais. Bien de. mon partenaire Johan Thirion, Hmm. si tu nous regardes. Donc, oui, alors TDD a énormément de vertus. On va pas forcément refaire tous les débats LinkedIn parce que c'est une perte de temps. En termes d'épanouissement, je vais reprendre principalement. Il y a une quote que j'aime bien de Ken Beck qui explique simplement que TDD, c'est une façon de gérer la peur et le stress pendant le développement. Oh. Hmm. Et j'adhère à fond. Parce Hmm. que euh, moi, TDD, ça fait 7 ans, 8 ans que je pratique. Beaucoup, que j'utilise ça, que j'utilise ça au quotidien. Euh, j'ai vraiment du mal à m'imaginer, à me remémorer comment je travaillais avant. Et Hmm. notamment vis-à-vis de la charge mentale. C'est-à-dire que donc TDD, on le répète, c'est du développement guidé par des specs, en gros, guidé par des Hmm. specs, guidé par des exemples, où on établit d'abord un exemple, on implémente ensuite pour confirmer l'exemple qu'on vient de penser avec ce fameux cycle rouge, vert, bleu. Le truc, c'est que ça, euh,
plein de vertus, le design, tout ce qui va bien, etc. Mais surtout, ça nous permet de créer aussi un système pour faire un parallèle avec le jeu vidéo, un système de checkpoints. Hmm, hmm. Ok. J'utilise Ça veut ouais. dire que je vais prendre un exemple, mais quand vous appliquez TDD, imaginez que vous jouez à Elden Ring, par exemple, et que vous tapez un boss, vous mourrez 10 fois, mais 10 fois vous réapparaissez juste au feu de camp avant le boss et vous continuez, vous réessayez, voilà, vous pouvez le refaire. Hmm, Et ça va, parce qu'il y a juste le boss à faire. Maintenant, sans checkpoint, imaginez que vous jouez à Elden Ring et vous faites un run no death, par exemple. Vous n'avez pas le droit de mourir. Un run hardcore. Là, hmm. quand vous allez affronter un boss, vous avez la charge mentale de tout le reste, parce que si vous perdez, vous recommencez depuis le début. C'est un peu le même principe, c'est-à-dire que TDD, on va avoir cette construction incrémentale avec ce checkpoint à chaque fois. Et si on a une approche, par exemple, qui va être celle de test and commit, ça veut dire que je vais faire un commit à chaque fois que je suis dans un état stable, c'est-à-dire mes tests passent. Si jamais je fais une connerie, j'ai une régression, je pète tout ou quoi que ce soit, je suis juste à un rollback de revenir quelque part où c'était stable et je peux réessayer. Et en général, avec un cycle fréquent, on parle de 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes, allez, peut-être même 5 minutes. Donc, le fait de dire je peux revenir 5 minutes en arrière, je perds rien, et ça sert aussi un petit peu comme une façon de vider le cache. C'est-à-dire que moi, à partir du moment où quelque chose est implémenté et que c'est vert, c'est un acquis, je peux le vider, je peux faire une pause, j'ai plus besoin d'y penser. On regarde que vers l'avant. Ce qui est pas le cas si on n'a pas ça. Alors après, il y a toujours un petit peu ce débat de on peut avoir ça si on fait du Tesla. Il y a les bénéfices qui viennent à la fois de TDD, mais aussi des tests automatisés. Et donc ça pour moi, en termes de sérénité, enfin, je retournerai jamais en arrière. J'ai jamais vu quelqu'un qui avait pratiqué TDD pendant une longue durée et qui s'est dit non, finalement, je laisse tomber, je reviens comme je faisais avant. Voilà. Peut-être qu'il y en a, je les connais pas. Mais par contre, des gens qui appliquent et qui continuent et qui croient en la méthode, j'en connais plein. Donc, moi, je suis extrêmement convaincu. C'est quelque chose que j'enseigne beaucoup. Et voilà. En termes de bien-être, pour moi, il y a vraiment une grosse partie de stress qui disparaît grâce à ça, quoi. C'est intéressant ce que tu décris parce que aujourd'hui j'ai cette impression d'une partie, alors pareil, j'aime pas le côté binaire, hein, 0-1, mais il y a quand même une partie véhiculée sur Internet, sur LinkedIn, donc c'est toujours très exacerbé, donc il y a des biais de partout, mais prenons quand même ça. J'en discute aussi pour essayer de transmettre durant les formations, par exemple Angular, le TDD, et je remarque que ouais, il y a une partie des devs qui, au contraire, ont cette peur, une vraie peur, mais qui est très ancrée, ça devient quasiment phobique par moment, du TDD, détestent. Et donc, il y a des fois, en plus, cet amalgame. Comment toi, tu le vois? Comment tu pourrais expliquer cette partie-là? Alors que tu as amené l'idée quasiment inverse, quoi. Tu as utilisé la peur pour dire, au contraire, le TDD, ça va diminuer cette peur, ce stress, cette charge mentale. Je pense il faut déjà se détacher d'une chose, c'est qu'il y a l'effet Dunning-Kruger, en fait, déjà, qu'il faut prendre en compte. C'est les personnes qui sont le moins au point et qui connaissent le moins la méthode, qui vont plus s'en plaindre et qui vont être les plus vocaux. Donc je pense déjà qu'il y a un gros problème de représentation. Le souci qu'on a maintenant, c'est déjà via les réseaux sociaux, notamment si on prend LinkedIn, c'est une catastrophe parce que on va avoir plein de sons de cloche différents et en plus de ça, non, il y a beaucoup de points de vue qui ne sont pas neutres parce que souvent, lorsque quelqu'un sur LinkedIn fait la promotion de quelque chose ou parle de quelque chose, c'est pour vendre autre chose derrière. Donc, pour moi, la manœuvre dans ce cas-là, elle n'est pas totalement honnête. C'est pas juste je parle de ça pour parler de ça, c'est je parle de ça pour introduire autre chose. Et donc déjà, ça, faut faire un peu la part des choses. Pour le reste, moi, ce que je conseillerais aux gens, c'est juste d'essayer. Ou prenez un bouquin qui parle de ça très bien, il y en a plein. Il y a ceux de Ken Beck qui sont très bien, il y a celui de Salim Siddiqui qui est vachement bien. Il y a celui de Price et Freeman, qui est vraiment très bien aussi, notamment pour la méthode de outside-in. Et là, on parle de bouquins qui sont très techniques, qui font des études de cas en case by case, avec du step by step, pardon. Voilà. Là, il y a un exemple appliqué qui est imprimé, qui est là, qui fonctionne, qui a été prouvé. Voilà. Maintenant, la peur, je pense que il y a certainement le fait de dire on a peur de passer à ça, à TDD par exemple, parce qu'on connaît pas, parce que ça paraît compliqué, parce que
tout le monde en parle, etc. Mais je pense il manque un référentiel. Je pense que TDD, ça fait peur parce qu'ils sont à un stade où ils n'ont pas connu. Je pense que si jamais ils essayent, c'est plus TDD qui va leur faire peur, c'est leur quotidien actuel. Moi, c'est par ça que je suis passé. Hein. Maintenant, quand je revois comment je travaillais avant, je vais reprendre l'exemple de quand j'étais au début de ma carrière. Pas de DDD, pas de test automatisé. Donc, écrire du code qui était stable, on oublie. Les tests se font manuellement. C'est du debug tout le temps, des régressions qui arrivent, et surtout les gouttes de sueur quand on release, quoi. Parce que j'ai testé mes cas manuellement, ouais. Je sais que j'ai été un peu vite, j'ai pas forcément tout testé, j'en ai certainement oublié, mais je serre les fesses et puis on verra bien. C'est hors de question. Maintenant, c'est hors de question. Et ça, c'est un truc, j'ai plus à passer par cette étape-là. Ouais, clairement. C'est-à-dire actuellement, il y a d'autres choses en plus de TDD qui viennent, mais actuellement, je bosse sur un truc, je push sur main, tout est ouvert, c'est bon, je release, 10 minutes après, c'est envoyé, quoi. Et serein. Ouais. Le fin de journée, le vendredi, le samedi, ça passe. Hein. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un prisme qui est pas utilisé au bon côté sur le TDD. À chaque fois que je le présente, rapidement en plus, il y a le ah, c'est comme ça. Il y a ce côté où en fait, il y a cette vision de c'est un peu scolaire qui a été beaucoup véhiculée avant. Tu devs des tests à fond et des tests. Il n'y a pas, toi, ce côté que tu parlais d'itératif qui en fait, je trouve très souvent, on a cette approche-là. Et je trouve qu'il y a tu parlais de mentor, hein, sur la question du mentorat, d'avoir en tant que junior un mentorat. Ça serait peut-être un point qui serait intéressant d'avoir un mentor TDD, non? Bah, c'est un truc que je fais beaucoup. Ouais. Et je recommande. Hein. Maintenant, c'est là où c'est un petit peu marrant, c'est que c'est de mon expérience, alors c'est purement personnel, je trouve que c'est plus facile de mentorer quelqu'un de junior sur TDD que de mentorer quelqu'un d'expérimenté. Parce que j'ai pas envie de dire que c'est juste qu'un changement de mindset, parce que bon, c'est un peu gros, mais on est presque là. C'est-à-dire que les personnes doivent, entre guillemets, désapprendre ce qu'elles ont connu. Et c'est plus difficile que simplement de montrer à quelqu'un qui a pas de gros bagages derrière, de lui dire, bah d'abord, t'écris ton attente, et après tu fais en sorte que ton attente soit respectée, tu passes à la prochaine. Quand on dit comme ça, c'est tout simple, il y a rien de sorcier. Hein. C'est une approche scientifique entre guillemets. Hein. Donc, je recommande. Surtout que c'est pas très long entre guillemets de s'onboarder là-dessus. Maintenant, il y a quand même faut avoir des attentes réalistes. On peut pas non plus juste parce qu'on a fait la kata Fizzbut se dire je vais passer sur mon app en production, parce que il y a toujours entre guillemets un gros différentiel entre un kata qui est fait pour pratiquer et les applications de prod, mais notamment parce que le kata il est là pour mettre le pied à l'étrier, pour commencer à développer un peu la mémoire musculaire, ce genre de choses, pour avancer. Mais il y a un step et il faut pratiquer, il faut en manger. Et il faut en manger, il faut avoir envie d'en manger. Sinon, ça marchera pas. Ouais, clairement. Ça revient aux autres points donc on a pu dire. Et il y a un dernier sujet sur cette question qui me vient, c'est il y a cette impression en fait du bon et mauvais développeur qui est véhiculée. Mais toi, même si on l'a dit, non, il n'y a pas. Oui. Mais il y a cette impression, si tu fais pas du TDD, t'es mauvais développeur. Je sais pas si tu le ressens, ça. C'est marrant parce que j'ai échangé un peu là-dessus hier, hein, justement sur LinkedIn. Non, je dis pas que t'es foncièrement. Je dis pas que t'es foncièrement mauvais si tu fais pas. Maintenant, je trouve que TDD c'est une recette de cuisine. Ça te met dans les bonnes conditions pour délivrer. Ça te met dans les bonnes conditions pour être serein, pour être voilà. Mais on va dire que moi, par exemple, au quotidien, j'utilise TDD, mais pas tout le temps. Des fois, je sais déjà que j'ai pas besoin forcément de cette instruction itérative. Je sais déjà où je vais aller. Donc, je prends un shortcut. Mais des fois, je me plante. Parce que c'est, TDD nous force à être un peu humble. Donc, il y a des fois, on surestime un peu ce qu'on est en mesure de faire. Je me suis rendu compte que j'étais un très mauvais développeur grâce à TDD. Donc voilà. Mais je pense pas qu'on est foncièrement mauvais si on n'applique pas TDD, parce qu'on peut. Pour moi, l'important, c'est à la fin
Il faut un petit peu dézoomer pour voir ça. Et ce que j'expliquais hier, justement, c'est que pour moi, c'est difficile de quantifier un bon, enfin, de mesurer, entre guillemets, ce qu'est un bon ou un mauvais développeur seul. Parce que pour moi, l'atome indivisible, c'est l'équipe. Pour moi. Par contre, l'équipe, on est en mesure de mesurer dans sa globalité, notamment si on se base sur ce qui est expliqué dans Accelerate, avec l'étude sur le State of DevOps Report, c'est que ils ont trouvé des métriques et des façons de mesurer ce qui était des teams performantes, des bonnes équipes, des équipes peu performantes. Mais là, on touche à des choses qui englobent la globalité de l'équipe, donc la capacité à délivrer, le fait de délivrer souvent, le fait de délivrer vite. Ça, c'est une conséquence de la maturité. Pour moi, c'est difficile de mettre ça au niveau d'un dev parce que, en fait, les impacts là, ils sont plus grands que le développeur. On met une équipe où on met deux gens qui sont foncièrement mauvais, deux gens qui sont foncièrement bons. Est-ce qu'ils vont délivrer? Je sais pas. Je sais en tout cas qu'ils voudront pas travailler ensemble. Donc pour moi, c'est vraiment au niveau de l'équipe, parce que en général, les gens qui vont être passionnés par les mêmes sujets, qui vont avoir les mêmes mindsets et qui vont avoir les mêmes opinions, ils vont s'attirer. Donc et ça va certainement se transformer en une bonne équipe. Donc c'est un peu délicat de répondre avec une réponse absolue à cette question-là, quoi. Ouais, je trouve que c'est agréable en tout cas à entendre. C'est vrai que en tant que coach, je le remarque aussi, quelle que soit l'équipe, en dehors même du dev, hein, c'est l'important en effet, c'est l'équipe en elle-même. Ce que tu dis l'atomique, il est important. Parce qu'en effet, une personne qui en plus pourrait être mauvais dev, et voilà, on enlève tout ce côté-là, c'est vraiment pour imaginer. Mais en fait, il est mauvais dev, mais il peut devenir bon dev petit à petit si Bien l'équipe le sûr. suit. Ouais. Absolument. C'est là où il y a, je reste vraiment sur le côté équipe parce qu'on prend des bonnes conditions. On prend une équipe qui est en mesure actuellement de délivrer bien, qui applique les DD ou pas, mais qui en tout cas produit du code qui est stable, du code qui est testé, du code qui est envoyé régulièrement en prod. Ils onboard quelqu'un de junior, zéro expérience. Donc il est pas bon ni mauvais, il est juste inexpérimenté. Ouais, c'est ça. Il est onboardé, l'équipe fait du mob programming, au bout de 6 mois, la personne elle est apte. Elle a absorbé les bonnes pratiques. Elle sait parce qu'elle a vu et elle a manipulé à son tour. On lui a expliqué. Voilà. C'est moi il y a un truc sur lequel je voudrais aussi amplifier, c'est que un bon développeur c'est pas suffisant. C'est-à-dire que on va prendre, imaginons qu'on prend Jean-Michel, c'est le meilleur développeur de la Terre, il sait tout absolument sur tout. On le met sur un projet, il est seul, pas de problème, il va délivrer, sauf qu'il est dans un environnement qui est extrêmement rigide. On lui pollue son temps avec des cérémonies où il doit faire du reporting sur ce qu'il a fait hier, ce qu'il va faire aujourd'hui. Il a un release train extrêmement lourd, c'est-à-dire qu'il va faire que 3 releases par an. Il doit passer systématiquement par une équipe de QA, ce qui veut dire que, entre guillemets, entre l'implémentation d'un ticket, le moment où le ticket est validé, le ticket est publié en staging, puis en UAT, puis en machin, il se passe 3 mois. La personne-là, ça doit être le meilleur développeur du monde. L'environnement va le tirer vers le bas. Et en fait, ça sera pas une bonne équipe. Donc, il y a plus que juste ça. Donc, on va dire que dans la mesure où un développeur serait capable d'influer sur son environnement, c'est très bien. Un environnement rigide, il n'y aura pas d'impact. C'est comme ramer à contre-courant, quoi. Et malheureusement, des environnements comme ça, j'en ai vu beaucoup. Je partage. Je partage. Ça me permet de passer. C'est nickel, hein, les transitions, tu les fais bien. Hein, c'est à la quatrième question. En ne citant qu'un seul, hein, vraiment le conseil. Je fais exprès de dire ça pour cadrer. Hein. Si on devait en citer vraiment qu'un seul et pas deux, ça serait quoi pour toi le conseil pour être épanoui dans notre métier? C'est dur. C'est dur parce que alors je sais pas si c'est juste vis-à-vis des réseaux sociaux, mais j'ai jamais entendu autant parler de burn-out chez les devs que maintenant. J'ai changé il y a pas très longtemps sur la santé mentale des devs en expliquant que dans le contexte actuel, c'est difficile de se projeter jusqu'à 50-55 ans en étant dev, notamment avec des environnements comme celui que j'ai mentionné. Donc pour moi, s'il y avait un conseil à donner parmi tout ça, c'est
De prendre du recul sur ce qui se passe dans le monde professionnel et à côté de ça, trouver des choses qui animent le feu intérieur. Mm. C'est quand on est passionné, quand on veut faire des choses. Moi, par exemple, j'ai vraiment un gros problème quand je suis pas en mesure de délivrer à ma pleine capacité. On va me mettre dans un cadre où je délivre à 30% de ce que je peux faire, je tiens pas. Mm. Euh, Maintenant, le problème, c'est que cet environnement-là, il n'est pas toujours dans mon contrôle. Il dépend de mon employeur, il dépend du contexte de mon employeur. Ça peut même changer au sein du même employeur. Oui, Donc ouais, complètement. là, voilà, il y aura des hauts, des bas, des très bas. Ça va monter, ça va descendre. On n'a pas de contrôle là-dessus. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est faire en sorte que, ok, quand ça va pas, c'est pas grave parce que j'ai mon side projects sur lequel je peux bosser. J'ai des bouquins que je veux lire et ou j'ai une communauté dans laquelle je vais, dans laquelle je fais des démos, où je vais parler à une conférence, où je fais des blog posts, où j'échange sur voilà, il y a quelqu'un que j'aime bien sur LinkedIn ou qui écrit des posts, je commande dessus, on échange. Il faut qu'il y ait la partie un peu la partie qu'on aime quoi. Il faut que ça peut pas être 40 heures semaine. Ça existe pas. Mais il faut trouver des slots où c'est possible. Alors si c'est pas possible dans le travail, faut pas lâcher, mais il faut trouver du temps ailleurs. Ça, il faut garder un truc qui nous plaît parce que sinon, on change de métier, quoi. Ouais, le feu intérieur, ça me fait penser, c'est marrant, au château dans le ciel. Non, château ambulant de Miyazaki, où tu as ce petit feu, il faut le nourrir fréquemment, sinon, Exact. malgré qu'il soit un démon et que normalement dit immortel, il est important de le garder et là, enlever le côté démon, mais vraiment garder ce feu. J'aime bien ta phrase, ouais, garder le Ouais, feu bah intérieur. c'est une très bonne représentation. Mm, Hein. C'est mm, pour moi c'est vraiment important parce que sinon on dépérit quoi. Il mm, faut, enfin comme je le disais avant, l'industrie elle reste très très immature au quotidien. Il y a dans la plupart des sociétés que j'ai vues dans ma carrière, les devs sont infantilisés, on est surveillé, on est micromanagé, on n'est pas utilisé comme on devrait. Et le truc, c'est que j'ai rarement vu des gens qui étaient contents de ce statu quo, en fait. mm, Nous, ce qu'on veut, enfin, on va parler de devs qui sont passionnés, qui lisent des tonnes de bouquins, qui font des tonnes de trucs. Ils ont envie de délivrer bien, ils ont envie de délivrer mieux. Mais j'ai l'impression souvent que le cadre de l'entreprise, c'est un petit peu comme un gros boulet attaché au pied. Euh, mm. et des fois, on arrive à le changer, des fois non. Et il faut vivre avec, quoi. Et Ouais, c'est frustrant. clairement, c'est frustrant. Ouais. Encore aujourd'hui, encore en 2025, quoi. Ah, mais je pense que ça va durer. Là, quand on Mm, voit actuellement, on parle de TDD, c'est des années 90. Hein, on parle c'est quelque chose qui reste actuellement incompris. On prend mm, Continuous Integration, c'est la même chose, incompris. On va mm. parler des architectures domain-centric. Ça date du début des années 2000. Actuellement, incompris. Et quand on voit en fait je vais prendre les derniers gros bouquins que j'ai lus, qui sont des auteurs un petit peu connus, c'est une réédition de de ce dont ils parlaient déjà il y a 10, 15, 20 Ouais, ans, clairement. parce que Ouais, l'industrie n'arrive pas à passer à l'étape supérieure. ouais, ouais. Et là, pour moi, on est bloqué. Alors, il y a certainement le fait que, je sais plus si la stat est toujours vraie, mais je sais qu'il y avait, entre guillemets, 50% des devs qui avaient moins de 5 ans d'expérience, parce qu'il y a plus de gens qui rentrent sur le secteur que de gens qui sortent. Euh, donc, et le fait que la plupart des projets sont relativement mal gérés, on est Mm. dans ce cercle Ouais, je vois. vicieux et on n'avance pas. Mm, Donc, pour moi, ça va durer. Hein. Enfin, mm. je pense, j'ai pas envie de passer pour un fou avec des idées bizarres, mais je pense qu'il faut attendre une génération de devs encore. Ah ouais, ok. Pour, Parce qu'on a déjà quelques générations. je pense qu'il faut attendre encore une. Il faut, Mm, je pense que ça commence par lever la baseline, lever la barre des attentes au niveau de la plupart des projets pour que les nouveaux qui arrivent sur le marché s'y alignent et qu'on monte comme ça doucement. Mais mm. c'est pas un truc qu'on fait comme ça du jour au Ouais, lendemain. clairement. Ouais. On arrive à la fin. Je te remercie de toutes tes réponses, de notre échange. Si tu devais choisir un mot, une phrase qui conclurait notre échange, ça serait lequel? Ou laquelle? Restez curieux. Super, tu m'as pris les mots, j'adore. Top. Merci beaucoup, Guillaume. Bah écoute, hein, merci à toi pour l'invite, c'était vraiment cool. Un grand plaisir. Passez un bon moment.
partagé. Merci. À très bientôt. À bientôt.